Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo sur le système hormonal. Alors, ça va aller assez vite et je rappelle que ça fait pas partie de la matière de l'examen, mais ça permet de préparer le module suivant, donc le cours sur les médicaments, à savoir étude du médicament. Alors, le chapitre va porter sur le système hormonal. On va commencer par, comme d'habitude, une brève description du système hormonal et à savoir les principaux rôles qui peut jouer dans l'organisme. Alors, la première chose à comprendre sur les hormones, c'est que les hormones sont des messagers. On peut également appeler ça des médiateurs. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre la communication entre les cellules et les organes. Donc, on a vu différentes fonctions à savoir, je sais pas moi, je vous en avais déjà parlé, la mise en route de l'estomac, la mise en route de l'intestin grêle, l'arrêt de l'estomac. Ce sont des hormones qui vont en fait être responsables de ces différentes actions. Donc, euh, elles vont jouer sur les différents mécanismes biologiques, mais également sur nos comportements et nos sensations. Donc, elles ont ce rôle de messager ou de médiateur pour la majorité des différents mécanismes de notre organisme. Donc, elles ont également un rôle dans les réactions de stress, le mécanisme de développement, comme par exemple la croissance, la puberté, mais de façon un peu plus bizarre, nos actions pour boire, manger ou dormir. D'accord? Ainsi que certaines réactions au niveau du psychisme et certaines actions face aux maladies. Donc, vous voyez que les hormones jouent un rôle très différent et qu'elles sont responsables de nombreux types d'actions. Ça va? Ça va même jusqu'à cette sensation de faim ou de soif que l'on a. C'est également une association entre le système nerveux qu'on n'a pas vu et le système hormonal. Donc, de façon synthétique, quelles sont les tâches que remplissent ces hormones? La première chose, elles vont réguler la composition du milieu intérieur. On a déjà vu que les reins, par exemple, pouvaient réabsorber plus ou moins d'eau pour permettre le maintien du contenu hydrique. Ce sont les hormones qui vont donner l'information aux reins de réabsorber plus d'eau ou moins d'eau. D'accord? Bien entendu, les hormones reçoivent des messages via le système neuronal ou via d'autres hormones pour savoir s'il faut augmenter ou diminuer le contenu hydrique de notre corps. C'est aussi les hormones qui vont permettre de réguler la balance énergétique, c'est à savoir où on dépense de l'énergie, combien et combien de temps. Elles aident également le corps à venir à bout de situations de contrainte, comme par exemple des infections, des traumatismes, la soif, la faim, les hémorragies et les variations extrêmes de température. Elles activent la croissance et le développement, c'est relativement connu, l'hormone de croissance, et elles dirigent bien entendu les processus de reproduction, à savoir la formation des ovules, du sperme, la fécondation et bien entendu l'approvisionnement de l'enfant dans le corps de la mère. Elles dirige également le processus d'accouchement ainsi que l'alimentation du nouveau-né. Par exemple, c'est une hormone qui va déclencher les contractions utérines à partir du moment où le système respiratoire sera formé, puisque c'est le dernier système qui évolue, hein, c'est le système respiratoire. Une fois qu'il est totalement formé, l'organisme va sécréter des hormones qui vont déclencher les contractions utérines. Alors, théoriquement, on aurait dû voir avant le système nerveux,
Donc en gros, le système nerveux, c'est régi par les neurones et ce sont des grands câbles qui transmettent comment dire, un courant électrique. Et entre ces différents câbles, ce sont des médiateurs, c'est-à-dire des molécules qui transmettent le signal entre les différents neurones. Alors, le système nerveux transmet des informations seulement vers des cellules sélectionnées, comme par exemple les fibres musculaires. Donc, c'est le système neuronal qui nous permet de faire bouger notre bras, de contracter les différents muscles pour donner les mouvements. Les cellules neuronales, donc les neurones, contrôlent également les cellules glandulaires et les neurones eux-mêmes. À l'opposé, les hormones sont distribuées via la voie sanguine, c'est-à-dire que le tissu ou la glande qui va produire l'hormone va injecter les hormones dans le sang et à ce moment-là, ces hormones vont être réparties dans la totalité de l'organisme. Donc, c'est ça la grande différence, c'est que les neurones envoient de l'information mais à un endroit précis, tandis que les hormones envoient des informations pour l'ensemble de l'organisme. Ainsi, le système nerveux produit une action très rapide, tandis que le système hormonal produit une action, puisque la molécule est distribuée via le système sanguin, va produire des actions plus lentes. D'accord? Ça peut être quelques minutes après, quelques heures, et il y en a, c'est quelques mois avant que l'information apparaisse. Donc voilà, en gros la différence entre le système neuronal et le système hormonal. Donc je répète, le système neuronal, c'est une action rapide et ciblée. Le système hormonal, c'est une action plus lente et elle est répartie dans l'ensemble de l'organisme. Bien entendu, les hormones, on le verra plus tard, ciblent des cellules spécifiques. Mais ça, on le verra plus tard. Mais ces différentes cellules peuvent se trouver dans l'ensemble de l'organisme. Alors, un détail, on pensait avant en fait que les hormones ne pouvaient atteindre leurs cellules cibles qu'en voyageant à travers le sang, donc par voie sanguine. Il a été démontré à l'heure actuelle, et on appelle ça l'action paracrine, que les hormones peuvent euh, donner un message sans passer par le sang. En fait, les hormones vont être diffusées à travers l'interstitium et vont atteindre les cellules qui entourent la cellule qui est responsable de la production de l'hormone. Elles peuvent même influencer leurs cellules qui produisent les hormones. Une autre notion qui apparaît de plus en plus évidente, avant on faisait vraiment la différence entre les molécules hormonales et les médiateurs, c'est-à-dire les molécules qui permettent de transmettre l'information au niveau du système neuronal. Si j'en prends une, par exemple la noradrénaline était vue comme étant un neurotransmetteur de façon exclusive. À l'heure actuelle, on remarque que la noradrénaline peut agir comme un neurotransmetteur, mais dans certains cas précis, la noradrénaline va agir également comme euh, molécule hormonale. Donc, maintenant, on va plutôt parler de médiateurs, et ces médiateurs peuvent être au niveau neuronal ou alors se situer au niveau hormonal. Donc voilà, ça c'était une petite mise au point là-dessus. Alors, encore un petit peu du descriptif, juste en fait pour vous expliquer qu'il y a des hormones qui sont liposolubles et des hormones qui sont hydrosolubles.
Il y a des hormones qui sont très petites. On va dire qu'elles sont les dérivés d'acides aminés. Donc, l'association de 1, 2 ou 3 acides aminés ou 4. Donc, elles sont relativement petites. À ce moment-là, elles vont être hydrosolubles. On a des hormones un peu plus grandes, comme par exemple l'insuline, qui est une hormone peptidique. Donc elle va être formée de chaînes d'acides aminés. Donc elles sont beaucoup plus grandes que les hormones de type dérivé acide aminé. Elles sont également hydrosolubles. Alors maintenant on va passer au type d'hormones liposolubles. On a les dérivés du cholestérol. D'accord, donc on a les hormones sexuelles qui sont dérivées du cholestérol. Elles, bien entendu, elles sont liposolubles puisque le cholestérol est une graisse. Et on a un autre type d'hormones liposolubles. Ce sont les hormones qui sont dérivées de l'acide arachidonique. Donc voilà pour ces différentes hormones. Maintenant, on va regarder quelles sont les régions du corps qui vont produire ces différentes hormones. Alors, on a des tissus, comme on l'a vu au niveau des reins, d'accord, qui vont, on va appeler ça on appelle ça, non, c'est des glandes, excusez-moi, les tissus endocriniens, et c'est en partie le rein, d'accord, et au-dessus, on a des glandes qui sont des glandes surrénales. Donc, euh, sans être trop compliqué, comme tissu endocrinien, on a le thymus. Donc ça, c'est un tissu qui disparaît au cours du temps. Donc, toutes les personnes à l'âge adulte ont perdu ce tissu. Il apparaît chez les enfants et les adolescents. Et au cours de l'adolescence, il va disparaître. Donc, vous voyez qu'on a différents tissus hormonaux. On a par exemple l'oreillette cardiaque. On a l'épithélium pulmonaire, le foie, c'est un tissu endocrine, le rein, le tube digestif et les tissus adipeux. Alors, on a des glandes endocrines. Alors, on a la thyroïde, celle-là, c'est la plus connue. On a les glandes parathyroïdes. On a les glandes surrénales. Le pancréas, c'est la plus grosse glande endocrine. Les ovaires et les testicules. Donc tout ce que vous devez retenir là-dedans, c'est que il y a des tissus qui produisent des hormones et on a également des glandes endocrines qui produisent des hormones, comme par exemple le pancréas qui va produire l'insuline et le glucagon. Je tiens à noter que le système hormonal est un système qui est encore très méconnu et qui est très complexe puisque les hormones peuvent agir à des concentrations très 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 basses et elles sont difficilement détectables dans le sang. En plus, les hormones ont des effets couplés, c'est-à-dire que l'effet d'une hormone n'est pas le même si elle est associée avec une seconde ou une troisième hormone. Et également, les effets vont être différents par rapport aux concentrations associées à une hormone déterminée. Donc ça donne tout un panel de messages incroyablement diversifié qui peut être émis par ce système hormonal, et dès lors c'est assez compliqué de l'étudier. Dernière chose dans cette présentation du système hormonal, puisque je vous l'ai dit, ce qui va surtout m'intéresser, ce sont les récepteurs hormonaux. Ce sont les fameuses protéines de transport hormonal. Donc, comment on fait pour transporter des hormones qui sont liposolubles? En fait, on l'a déjà dit, je vous en ai déjà parlé, ce sont des protéines qui vont permettre le transport de ces hormones liposolubles. On va appeler ça des protéines de transport. Par exemple, les hormones thyroïdiennes se lient à la thyroxine binding globuline, tandis que les hormones sexuelles vont
s'associer au Sexual Hormone Binding Globulin. Donc en fait, ce sont des transporteurs spécifiques à un sous-type d'hormones qui vont permettre à ces hormones de voyager dans le sang et d'être distribuées dans les différents tissus. Donc, si je reviens sur les différentes classes d'hormones, on avait dans la première classe les hormones de type dérivé des acides aminés. Alors on va retrouver l'adrénaline et la noradrénaline. Et on va retrouver la thyroxine et la triiodothyronine. D'accord? Donc ce sont des toutes petites hormones. L'adrénaline et la noradrénaline, on appelle ça également des catécholamines. On en reparlera. Normalement, je devais vous en parler dans le système hormonal. On en reparlera en étude du médicament. On a les hormones plus grosses qui sont toujours hydrosolubles. On va appeler ça les hormones peptidiques. Dedans, on va retrouver par exemple l'ocytocine, qui est une hormone qui intervient par exemple dans les contractions utérines, mais également dans la montée de lait, c'est-à-dire ça démarre le processus de production de lait pour juste au moment de la naissance. On va retrouver également des hormones de croissance, la prolactine, hein, qui est une action associée à l'ocytocine, et on en a d'autres, hein, la calcitonine et la paradormone. Dans les hormones de type stéroïdienne, ah oui, je vous ai dit que l'insuline c'est une peptidique, non, c'est une stéroïdienne. Donc on a l'insuline qui est une hormone stéroïdienne, l'aldostérone, on en avait déjà parlé, hein, donc elle est associée à la rénine, le cortisol, la testostérone, les œstrogènes et les progestérones. Et au niveau des dérivés de l'acide arachidonique, on a le thromboxane, on en reparlera également, et des prostaglandines, on en reparlera également en étude du médicament. Alors, la question centrale de ce chapitre, c'est comment l'hormone et la cellule cible, c'est-à-dire la cellule à laquelle elle doit apporter un message, puisqu'il ne faut pas oublier que les hormones, ce sont des messagers, elles apportent un message, peuvent-elles se reconnaître? Donc, pour qu'une cellule cible puisse recevoir un signal hormonal, elle doit posséder ce qu'on appelle un récepteur hormonal spécifique. Donc, c'est l'histoire de la clé et de la serrure. C'est-à-dire que si je suis par exemple dans le bâtiment de l'école, et j'ai une clé qui ouvre une classe, vous êtes d'accord que ma clé est spécifique à la serrure d'une des classes. Donc en fait, ma clé va devoir trouver la serrure et la serrure adéquate pour donner le message d'ouverture de la porte. C'est ce que l'hormone va faire, c'est-à-dire qu'elle va trouver le récepteur hormonal qui va lui permettre d'être reconnu. Donc chaque hormone, chaque molécule a un récepteur hormonal, spécifique où l'hormone peut venir se fixer. Donc on dit que l'hormone et le récepteur hormonal doivent se correspondre comme une clé et une serrure. Alors, où se situent ces récepteurs hormonaux? Nous, on va se prendre qu'un seul cas, on va prendre le cas de la membrane cellulaire. Donc les récepteurs hormonaux, ce sont les protéines, vous vous souvenez, donc les gros haricots qui nagent au niveau de la membrane cellulaire. Ces protéines peuvent être des récepteurs hormonaux. D'accord? Donc, les récepteurs hormonaux peuvent se situer au niveau de la membrane cellulaire. On en a d'autres qui se situent au niveau interne de la cellule. Alors, une fois que l'hormone s'est fixée sur la cellule,
il y aura toute une série de métabolismes métaboliques complexes qui est déclenchée et qui vont permettre d'aboutir à l'action hormonale souhaitée. Donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est que une fois que l'hormone s'est fixée sur son récepteur hormonal, on ne va pas avoir d'un seul coup l'action biologique souhaitée, par exemple la production d'une protéine. Non, on va avoir toute une série d'intermédiaires qui vont se déclencher et qui vont permettre à ce moment-là au processus biologique d'avoir lieu. Donc, si je reprends, je regarde ce que j'ai mis. Ouais. Donc, si je reprends mes explications, on a l'hormone. C'est le petit hexagone ici en mauve. Au-dessus de la cellule, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est l'interstitium. Donc l'hormone a quitté le sang, elle se trouve dans l'interstitium d'un tissu donné, et elle rencontre quoi? Elle rencontre son récepteur spécifique. Vous voyez, l'hormone peut venir se fixer sur le récepteur spécifique. Le récepteur spécifique possède une zone qui correspond à l'hormone. Une fois que l'hormone est venue se poser, atterri sur cette zone spécifique, l'hormone est attachée au récepteur. À ce moment-là, on peut dire que le récepteur est activé. Ensuite, on a toute une série de processus, c'est-à-dire que quand le récepteur est activé, ça active une enzyme, l'adénylcyclase. Cette enzyme va activer la transformation d'ATP en AMP cyclique, qui est le second messager. Cette production d'énergie, puisque quand l'ATP se transforme en AMP cyclique, ça libère de l'énergie, ça va mettre en route différentes protéines kinases, qui sont encore des enzymes qui sont par exemple responsables de la production de différentes protéines. Et on a finalement la formation d'enzymes qui produisent les effets hormonaux souhaités. Donc vous voyez qu'entre le moment de la libération de l'hormone, que l'hormone arrive devant la molécule, excusez-moi, la cellule qui porte le, je vais y arriver, qui porte le récepteur spécifique, que le récepteur spécifique soit activé et qu'on en obtienne les effets hormonaux souhaités, il se passe beaucoup d'étapes. D'accord? C'est pour ça que l'action des hormones n'est pas rapide. Alors, il existe souvent plusieurs types de récepteurs pour une hormone déterminée sur les cellules de différents tissus, de telle sorte que les effets hormonaux peuvent être tout à fait variables. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'adrénaline, suivant le type de tissu où elle se situe, au niveau du tube digestif ou alors au niveau de la musculature squelettique, l'adrénaline ne va pas produire le même effet. Par exemple, l'adrénaline va produire une vasoconstriction au niveau du tube digestif par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des récepteurs A, c'est pas A, c'est des récepteurs alpha, et va produire une action vasodilatatrice sur le vaisseau de la musculature squelettique par l'intermédiaire de récepteurs bêta. En fait, l'adrénaline, c'est une hormone qui est sécrétée dans une période de stress, de fuite, d'accord? Donc, c'est par exemple quand on a peur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter la vascularisation du système sanguin. Vous vous souvenez des vaisseaux de type résistif? Ils sont doués d'une vasoconstriction ou d'une vasodilatation suivant les demandes de l'organisme.
en fait, l'ordre est donné par l'adrénaline et, bien entendu, l'adrénaline, quand on doit courir vite pour échapper, je sais pas moi, à un chien méchant, bah, on doit augmenter la quantité de sang dans la musculature squelettique, et à ce moment-là, bah, on n'a pas besoin de sang au niveau du système digestif. Donc elle envoie comme message diminution des vaisseaux résistifs, donc une vasoconstriction des vaisseaux résistifs au niveau de, du système digestif et une vasodilatation des vaisseaux résistifs au niveau de la musculature squelettique. Tout ça, on en reparlera en étude du médicament, puisque les médicaments agissent par exemple sur ces récepteurs alpha ou sur ces récepteurs bêta et va permettre tel ou tel effet. D'autre part, chaque cellule cible pour différentes hormones. Donc en fait, une cellule n'aura pas un seul type de récepteur hormonal, elle peut en avoir plusieurs, puisque bien que les cellules soient spécialisées, elles communiquent quand même avec, elles acceptent quand même le message de différentes hormones. Alors, si on revient encore une fois sur les récepteurs hormonaux au niveau de la membrane cellulaire, ben, en fait, ça va être surtout les hormones hydrosolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans l'eau, qui vont venir se fixer sur la membrane. Pourquoi? Comme ce sont des grosses molécules hydrosolubles, elles n'ont pas les propriétés, les caractéristiques physico-chimiques nécessaires à traverser la membrane. Donc elles sont condamnées à rester dans l'interstitium. Tandis que les hormones liposolubles, elles peuvent passer la membrane, donc leurs récepteurs se trouvent dans le cytoplasme ou au niveau du noyau cellulaire. Donc, la plupart des hormones dérivées des acides aminés et des hormones peptidiques ne peuvent pas franchir la membrane cellulaire. Vous vous souvenez, c'était dans les premiers cours. Donc, afin de pouvoir transmettre le message à la cellule, ces hormones se lient lors de leur arrivée sur la cellule sur un récepteur membranaire qui siège à la surface externe de la membrane cellulaire. Tout ça, je vous l'ai déjà dit. Le récepteur, une fois activé par l'hormone, active de son côté une enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase. Cette enzyme permet la transformation de l'ATP en AMP cyclique, ce qui va activer ensuite plusieurs enzymes qu'on peut appeler des protéines kinases. Et finalement, ces protéines kinases vont entraîner la formation d'enzymes qui provoquent la réponse hormonale souhaitée. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, la synthèse ou l'excrétion de sécrétions ou la modification de la perméabilité de la membrane cellulaire. Donc, qu'est-ce que j'avais envie d'introduire dans ce chapitre? C'est ces fameux récepteurs hormonaux au niveau de la membrane cellulaire, c'est-à-dire comment une molécule peut provoquer un effet à l'intérieur de la cellule. Elle va se fixer sur le récepteur, sur son récepteur spécifique au niveau de la membrane cellulaire et produire un effet biologique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la majorité des médicaments fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire que le médicament va se fixer sur un récepteur membranaire et induire un effet biologique, l'effet souhaité pour le médicament. Donc au cours d'études du médicament, je vais vous parler des différents récepteurs membranaires qui sont utilisés par les différentes classes de médicaments. Donc voilà, j'espère que ce n'était pas trop lourd comme matière, c'est assez compliqué, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le mettre dans l'examen puisque je ne sais pas vous le donner cours
en présentiel. J'espère que vous allez retenir quelques petits trucs là-dessus. Merci, à bientôt.